Le soleil matinal perçait à travers les rideaux usés du petit appartement, alors que Samuel se préparait à faire le petit déjeuner pour sa fille, Alice. La délicieuse odeur de crêpes et de lard croustillant flottait de l'étroite cuisine, alors qu'Alice, une fillette pleine de vie de 11 ans aux yeux brillants, était assise à la table en train de revoir ses cahiers. Samuel s'occupait d'Alice tout seul depuis que sa femme, Martine, était décédée d'un problème cardiaque 6 ans plus tôt. Chaque minute passée avec sa fille était vraiment inestimable. « Papa, est-ce qu'on pourrait penser à prendre un chat, s'il te plaît ?» demanda Alice en grignotant un morceau de lard, ses yeux pleins d'espoir fixés sur lui. « Toutes mes copines ont des chats, et je promets que je m'en occuperai. Je le nourrirai, je nettoierai après lui. Tout le tralala. » Samuel fit une pause, réfléchissant à sa demande. Leur petit appartement n'était pas vraiment assez grand pour un animal de compagnie et son travail de jardinier couvrait à peine les factures. Mais quand il regarda le visage suppliant d'Alice, il sentit sa résolution commencer à craquer. « On verra, ma chérie. Peut-être qu'on pourra aller visiter le refuge local ce week-end et regarder un peu. » Le visage d'Alice s'illumina d'une joie pure et elle lui fit un gros câlin. Après avoir fini de manger, Samuel conduisit Alice à l'école élémentaire Jules Ferry, lui disant d'être attentive en classe et de travailler dur à ses études. « Je viendrai te chercher à 3h30, dit-il en lui donnant un baiser sur le front. « Reste avec tes copines et ne t'éloigne pas toute seule. » Samuel passa la journée à travailler dans les jardins du parc municipal, à couper l'herbe et à entretenir les parterres de fleurs. C'était un travail dur pour son corps, mais il se sentait bien de savoir qu'il rendait le parc agréable à visiter pour tout le monde. Au fil de l'après-midi, il remarqua que le temps changeait et de sombres nuages commencèrent à s'amonceler. La météo annonçait de très fortes tempêtes, alors il envoya rapidement un SMS à Alice. « Grosse tempête en approche, rentre directement après l'école et attends-moi là-bas. » Alice reçut le message alors qu'elle jouait avec ses copines, Léa et Manon, sur le terrain de l'école. Les filles s'amusaient tellement qu'elles avaient perdu la notion du temps et il était déjà presque 4h30. « Il faut que j'y aille maintenant, » dit Alice, leur montrant le message de son père. « Mon père s'inquiète à cause du temps. » Ses copines l'accompagnèrent à l'arrêt de bus, bavardant de leurs projets pour le week-end. « À lundi !» cria Léa alors qu'Alice montait dans le bus. Le trajet en bus durait normalement environ 15 minutes et Alice adorait regarder le paysage de la ville défiler par la fenêtre. Elle se sentait si grande d'être autorisée à voyager seule, même si Samuel n'avait commencé à la laisser faire que récemment. Quand Alice descendit du bus, les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Elle marcha plus vite, remontant la capuche de son manteau alors que la bruine se transformait en forte pluie. Les rues étaient presque vides, la plupart des gens étant rentrés à l'intérieur pour rester au sec. Alice se dépêcha le long de la route qu'elle connaissait si bien, ses pas résonnant sur les trottoirs mouillés. Pendant ce temps, Samuel termina son travail et rentra directement chez lui, s'attendant à trouver Alice qui l'attendait dans leur appartement. Quand il ouvrit la porte et n'entendit que le silence, l'inquiétude le frappa immédiatement. « Alice !» cria-t-il, regardant dans sa chambre, puis dans la salle de bain, puis dans tous les coins de leur petite maison. Son cartable n'était pas près de la porte, et ses baskets n'étaient pas là où elle les laissait habituellement. De plus en plus inquiet, Samuel essaya d'appeler le portable d'Alice, mais il tombait directement sur la messagerie vocale. Il appela la mère de Léa, qui lui dit qu'elles avaient déposé Alice à l'arrêt de bus il y a un moment. La panique s'empara de Samuel alors qu'il attrapait ses clés de voiture et conduisait aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à l'arrêt de bus, criant le nom d'Alice et demandant à des inconnus s'ils avaient vu une jeune fille aux cheveux bruns et au manteau rouge. La pluie continuait de tomber à verse alors que Samuel cherchait partout dans l'obscurité. Il contacta la police et ils prirent une déposition pour disparition, mais ils lui dirent d'attendre jusqu'au matin car Alice n'était disparue que depuis quelques heures. Samuel ne put pas dormir et il passa toute la nuit à arpenter les rues et à téléphoner à tous les hôpitaux locaux. Le lendemain matin apporta de terribles nouvelles.
quelqu'un qui promenait son chien avait vu quelque chose dans la rivière qui traverse le parc des Buttes-Chaumont. Le détective David Martin et son collègue, l'officier Dubois, furent appelés au parc pour jeter un coup d'œil. Alors qu'ils s'approchèrent de l'eau, le cœur de Martin se serra. La petite forme enveloppée dans une couverture était clairement un enfant. « Appelez le médecin légiste », dit Martin doucement à Dubois, « et vérifiez les signalements de disparition récents. » Le détective supposa que le corps était dans l'eau depuis au moins 1 jour et demi, et la façon dont il avait été laissé suggérait qu'un crime avait été commis. Quand Samuel reçut l'appel du détective Martin, tout son monde s'écroula. À l'hôpital, il identifia le corps d'Alice, pleurant d'incrédulité et de colère. La fillette joyeuse qu'il avait serrée dans ses bras la veille était maintenant allongée, immobile et froide, sur un lit en métal. Martin interrogea doucement Samuel sur les amis d'Alice, si elle avait des ennemis ou si elle s'était comportée différemment ces derniers temps. Mais Samuel ne pouvait que secouer la tête sous le choc. L'autopsie révéla une horrible vérité que Martin choisit de ne pas partager avec le père en deuil. Alice avait été gravement blessée par plusieurs personnes avant d'être tuée. Les preuves montraient au moins 3 agresseurs différents, et la nature horrible des crimes indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas simplement d'un acte de violence aléatoire. De retour au commissariat, Martin et Dubois examinèrent les images des caméras de sécurité de l'arrêt de bus et des environs. Ils virent Alice descendre du bus et s'éloigner. Ils repérèrent également une voiture noire suspecte garée près de l'arrêt de bus à l'heure où Alice aurait dû rentrer chez elle. Des images de meilleure qualité montraient la plaque d'immatriculation de la voiture et une vue claire du conducteur. La voiture était enregistrée au nom de Benoît Leclerc, un homme de 38 ans qui vivait de l'autre côté de la ville. Lorsque les détectives se rendirent chez Leclerc, ils le trouvèrent en train de nettoyer l'intérieur de la voiture à la hâte. « C'est votre voiture, monsieur Leclerc ?» demanda Martin, s'approchant lentement de lui. Leclerc sembla inquiet, et ses mains tremblaient légèrement. « Oui, mais mon frère, Antoine, l'emprunte parfois. Il a 18 ans et il vit avec moi. » Alors que Martin regardait la voiture de plus près, il vit quelque chose qui traînait entre les sièges. C'était le téléphone d'Alice, et quand Leclerc vit Martin le trouver, il devint pâle. « Je ne sais pas comment c'est arrivé là, » murmura-t-il. Les détectives arrêtèrent Leclerc pour l'interroger, mais il dit qu'il était au travail au moment de la disparition d'Alice. Son histoire semblait se vérifier, mais trouver le téléphone d'Alice dans sa voiture était une preuve solide contre lui. Après beaucoup de pression, Leclerc admit que son frère Antoine avait emprunté la voiture ce soir-là. Antoine Leclerc était un jeune homme perturbé avec un passé de problèmes et de consommation de drogue. Lorsque la police arriva chez son ami, où il séjournait, ils le trouvèrent en panique. 3 de ses amis, Kevin Dubois, Maxime Bernard et Théo Roux, étaient également présents, et ils montraient tous des signes de consommation récente de drogue. Sous interrogatoire, la vérité finit par éclater. Antoine, Kevin, Maxime et Théo roulaient en voiture lorsqu'ils virent Alice marcher seule sous la pluie. À cause des drogues qu'ils avaient prises, ils décidèrent de la poursuivre. Ils attrapèrent Alice, l'assommèrent et l'emmenèrent chez Kevin pendant que ses parents étaient sortis pour la soirée. Les détails de ce qui s'est passé ensuite étaient trop horribles pour que Martin les raconte à Samuel. Les 4 jeunes hommes avaient agressé Alice à plusieurs reprises pendant des heures, filmant leurs crimes sur le téléphone de Maxime. Quand ils réalisèrent à quel point ce qu'ils avaient fait était grave, ils paniquèrent et tuèrent Alice pour qu'elle ne puisse dire à personne ce qui s'était passé. Son corps fut enveloppé dans une couverture et jeté dans la rivière dans l'obscurité. Samuel, pendant ce temps, était submergé de chagrin et de culpabilité. Il s'en voulait de ne pas être allé chercher Alice à l'école, de l'avoir laissé prendre le bus seul, de chaque choix qui avait conduit à cette chose horrible. Il se retrouva à emprunter le même itinéraire de bus qu'Alice avait pris, revivant son dernier voyage dans sa tête et se faisant souffrir avec des pensées de ce qui aurait pu être.
Au cours d'un de ces voyages douloureux, Samuel entendit un reportage aux informations à la radio du bus concernant la découverte du corps d'Alice. Le journaliste dit que la police enquêtait sur l'implication d'un certain nombre de personnes et que l'affaire pourrait être liée à d'autres crimes similaires dans la région. Ce soir-là, Samuel reçut un SMS du téléphone d'Alice. Son cœur rata un battement lorsqu'il lut « Votre fille a été tuée par Kevin Dubois, Maxime Bernard et Théo Roux. Kevin habite au 63, rue des Lilas. Antoine Leclerc était également impliqué, mais il a été arrêté. Je suis tellement désolé pour ce qui est arrivé. » Le message venait d'Antoine, qui avait réussi à sortir le téléphone d'Alice de la salle d'épreuve lorsque la police n'était pas attentive. Rempli de culpabilité et effrayé par ce que ses amis pourraient lui faire, Antoine avait décidé de parler au père d'Alice des autres personnes impliquées sans dire qui il était. Samuel fixa le message pendant un long moment, son chagrin se transformant en quelque chose de plus sombre. Il essaya d'appeler le numéro donné pour Kevin Dubois, mais il n'y eut pas de réponse. Poussé par un besoin de réponse et d'obtenir justice pour sa fille, Samuel décida de se rendre à l'adresse indiquée dans le message. Kevin Dubois vivait dans une maison délabrée avec sa mère, qui travaillait de nuit dans un snack-bar local. Quand Samuel arriva, la maison était sombre, à l'exception de la lumière d'un ordinateur dans le sous-sol. Il trouva la porte d'entrée déverrouillée et entra silencieusement, son cœur battant de peur et de colère. Dans le sous-sol, Samuel vit Kevin assis devant un ordinateur, en train de regarder la vidéo de l'agression d'Alice. Le jeune homme ne semblait pas se soucier de ce qu'il avait fait, allant même jusqu'à rembobiner des parties de la vidéo et à rire. Samuel regarda avec horreur et rage Kevin revivre la torture de sa fille. Incapable de retenir plus longtemps sa colère, Samuel entra dans la lumière. « C'est ma fille !» dit-il doucement, sa voix tremblant d'émotion. Kevin se retourna brusquement, choqué. Il était plus petit que Samuel ne s'y attendait, probablement environ 16 ans, avec des cheveux en désordre et des boutons sur le visage. « Qui êtes-vous » demanda Kevin, essayant de fermer l'ordinateur portable. « Je suis le père d'Alice » répondit Samuel, s'approchant. « La fille que vous avez tuée. » Le choc de Kevin se transforma en arrogance. « Vous ne pouvez rien prouver, » ricana-t-il. « Je suis un gamin. Même s'il m'attrape, je serai dehors en un rien de temps. » Samuel se précipita en avant, poussant Kevin au sol. Ils se battirent violemment, renversant des objets et se cognant contre les murs. Kevin était plus jeune et plus rapide, mais Samuel était alimenté par le chagrin et la colère. Le combat se termina lorsque Samuel attrapa une clé à molette lourde dans la boîte à outils de Kevin et le frappa avec, le tuant instantanément. Respirant difficilement, Samuel se tenait au-dessus du corps de Kevin, ressentant un mélange de satisfaction et d'horreur face à ce qu'il avait fait. Il prit des photos de la scène avec son téléphone, puis fouilla dans l'ordinateur de Kevin à la recherche d'autres preuves. Ce qu'il trouva le fit se sentir malade. Les vidéos d'Alice n'étaient pas les seules. Kevin avait enregistré des agressions sur au moins 3 autres jeunes filles, montrant un schéma de comportement terrible. Samuel nettoya toute trace de sa présence, puis utilisa le téléphone de Kevin pour envoyer un message à Maxime Bernard. « J'ai une voiture à déposer de l'autre côté de la ville. Rendez-vous chez moi demain soir à minuit. Viens seul. » Le détective Martin arriva chez Kevin le lendemain matin, après avoir reçu un appel de la mère du jeune homme. Elle avait trouvé le corps de son fils dans le sous-sol et était hystérique. Martin remarqua immédiatement la violence et commença à recueillir des preuves. Lorsque Martin fouilla dans l'ordinateur de Kevin, il trouva les horribles vidéos d'Alice et des autres victimes. Les images fournissaient des preuves claires des crimes et confirmaient qu'un certain nombre de personnes étaient impliquées. Martin trouva également des indices montrant que Samuel avait été sur les lieux, notamment des empreintes digitales et des traces de son ADN. Les tentatives pour contacter Samuel furent infructueuses, et lorsque les policiers fouillèrent son appartement, ils trouvèrent des vêtements tachés de sang cachés dans la machine à laver. Un mandat d'arrêt fut émis contre Samuel, mais il s'était déjà caché.
Maxime Bernard fut arrêté au domicile de sa famille, où ses riches parents engagèrent immédiatement des avocats coûteux et commencèrent à élaborer une défense. Ils dirent que Maxime n'était qu'un jeune homme confus qui avait été égaré par des personnes plus âgées et plus dangereuses. Les parents semblaient plus préoccupés par leur propre image que par la gravité des crimes de leur fils. Au commissariat, Martin rencontra les parents d'une autre des victimes de Kevin, une jeune fille de 14 ans nommée Chloé, qui s'était suicidée après avoir été menacée par ses agresseurs. Le père de Chloé, Franck, avait le cœur brisé et était en colère que le système judiciaire ait laissé tomber sa fille. « Ces garçons ont détruit ma petite fille », dit Franck en pleurant. Ils ont filmé ce qu'ils lui ont fait et ont menacé de le mettre en ligne si elle le disait à qui que ce soit. Elle ne pouvait pas vivre avec la honte. Martin sentit le poids de ses affaires ratées, sachant que les tribunaux ne punissaient souvent pas suffisamment ces crimes horribles. Il avait vu trop de jeunes criminels obtenir des peines légères et ensuite retourner à leurs anciennes habitudes sans vraiment changer. Samuel, pendant ce temps, s'était caché dans un petit chalet qu'il avait loué quelques mois plus tôt comme un endroit pour s'évader avec Alice. Le chalet était dans les collines, loin de la ville et difficile à trouver. Il passait ses journées à examiner les preuves qu'il avait recueillies, planifiant ce qu'il ferait à Maxime Bernard. Grâce aux informations de l'ordinateur de Kevin, Samuel découvrit que Maxime passait beaucoup de temps dans un ancien atelier à la périphérie de la ville, où lui et ses amis travaillaient sur des motos. Samuel se rendit à l'atelier, espérant trouver Maxime ou découvrir où il se trouvait. Le propriétaire de l'atelier, un homme rude appelé Tony, ne voulait pas aider. « Je ne sais rien d'un certain Maxime », dit-il, mais Samuel pouvait voir qu'il avait peur. Après que Samuel lui eut donné de l'argent, Tony admit que Maxime avait utilisé l'atelier pour de mauvaises choses. « Il amenait des filles ici », admit Tony, « des jeunes filles. Je lui ai dit d'arrêter, mais il a dit qu'il brûlerait l'endroit si je le disais à qui que ce soit. » La colère de Samuel grandit alors qu'il réalisait tout le mal que Maxime avait causé. Il montra à Tony une photo d'Alice, et l'homme devint pâle. « Oui, je l'ai vue. Elle était ici il y a une semaine ou deux. Maxime l'a gardée dans l'arrière-salle pendant des heures. » Incapable de contrôler sa colère, Samuel attrapa Tony et exigea de savoir où se trouvait Maxime maintenant. Alors qu'il se débattait, le couteau de Tony tomba de sa poche et dans le chaos, il partit, coupant l'un des autres hommes à la jambe. L'homme blessé cria de douleur et de peur, suppliant Samuel de ne pas lui faire de mal. « Maxime a un endroit près des anciens docks, dit-il rapidement. Entrepôt 12, sur la rue du Sud. Il s'y cache depuis que son ami a été tué. » Samuel quitta rapidement l'atelier, sachant que la police ne tarderait pas à arriver. Il conduisit jusqu'au dock, un labyrinthe de bâtiments abandonnés et d'espaces vides qui était parfait pour faire de mauvaises choses. Au chalet, Samuel avait été aidé par une femme appelée Jeanne qui vivait dans une maison voisine et l'avait reconnu aux informations. Au lieu de prévenir la police, elle avait décidé de l'aider après avoir entendu parler de la mort d'Alice. Jeanne avait perdu son propre fils à cause d'un chauffard ivre quelques années plus tôt et savait ce que Samuel traversait. « Je sais ce que vous traversez », lui dit-elle en lui apportant de la nourriture et des provisions. « Le système a laissé tomber mon fils aussi. L'homme qui l'a tué a écopé de 3 ans de prison et a été libéré en 2. » Jeanne aida Samuel à planifier comment trouver Maxime, utilisant sa connaissance de la région et ses contacts avec des personnes qui restaient à l'écart de la police. Elle lui donna également une arme à feu, disant qu'elle avait appartenu à son défunt mari. Le détective Martin, pendant ce temps, avait découvert que Samuel avait été à l'atelier et parla à l'homme blessé. La description de l'état d'esprit de Samuel par l'homme inquiéta Martin, qui réalisa que le père en deuil devenait de plus en plus dangereux. Martin découvrit également que Maxime Bernard se cachait dans la zone des docks et il dit à d'autres policiers de fouiller la zone. Ils trouvèrent des signes que Maxime avait été dans un certain nombre de bâtiments, notamment des endroits où il avait dormi et des choses qu'il avait volées.
Samuel finit par trouver Maxime dans un hôtel à la périphérie de la ville, où le jeune homme séjournait avec une fille qui semblait encore plus jeune qu'Alice. Quand Samuel les vit ensemble, sa colère atteignit ses limites. Il attendit sur le parking de l'hôtel jusqu'à ce que Maxime sorte seul, puis il s'approcha de lui. Maxime était arrogant et ne se souciait pas de ce qu'il avait fait. « Votre fille l'avait cherché », dit-il. « Elle nous a pratiquement supplié de lui donner une leçon. » Samuel frappa Maxime et ils se battirent violemment sur le parking. Maxime était fort et méchant, mais Samuel était motivé par le chagrin et la colère. Lorsque Maxime essaya de s'échapper sur sa moto, Samuel tira sur le pneu, faisant chuter Maxime. Le détective Martin arriva à l'hôtel juste au moment où Maxime essayait de s'enfuir dans les bois voisins. Martin poursuivit les deux hommes, appelant des renforts, alors que la poursuite se poursuivait à travers les arbres et les buissons. « Arrêtez de courir, Samuel !» cria Martin. « Ça ne ramènera pas Alice !» Samuel s'arrêta, se tournant pour faire face au détective. « Ils ont détruit ma fille, dit-il, sa voix se brisant. Ils l'ont filmée, ils en ont ri, et ils s'en seraient tirés. Le système les protège parce que ce sont des gamins, mais qu'en est-il de mon enfant ?» Martin savait à quel point Samuel souffrait, mais il ne pouvait pas le laisser se faire justice lui-même. « Je sais que le système n'est pas parfait, dit-il prudemment, mais ce n'est pas la solution. Laissez-nous nous occuper de Maxime. Laissez les tribunaux décider de ce qui lui arrive. » « Les tribunaux ?» dit Samuel amèrement. « Ils lui donneront quelques années dans un centre de détention pour mineurs, peut-être des travaux d'intérêt général. Il sera libre avant qu'Alice n'ait fini l'école. » Maxime avait écouté ce qu'il disait en se cachant derrière un arbre. Dans une dernière tentative, il sauta et essaya d'attraper Samuel, espérant récupérer l'arme. Alors qu'il se débattait, l'arme partit, atteignant Maxime à la poitrine. Martin sortit sa propre arme et tira, atteignant Samuel au bras et le faisant lâcher l'arme. Les deux hommes tombèrent au sol, Maxime grièvement blessé et Samuel blessé, mais toujours vivant. Alors que les voitures de police arrivaient, Martin s'agenouilla à côté de Samuel, qui saignait, mais était toujours conscient. « Je suis désolé pour Alice, » dit Martin doucement. « Je le suis vraiment. Elle méritait mieux que ce qui lui est arrivé. » Samuel leva les yeux vers le détective, ses yeux remplis de larmes et de résignation. « Je voulais juste qu'il paie pour ce qu'ils lui ont fait. Je voulais qu'il souffre comme elle a souffert. » Maxime Bernard mourut sur les lieux de la blessure par balle. Antoine Leclerc fut reconnu coupable d'enlèvement, d'agression et de meurtre et fut condamné à 20 ans de prison. Samuel fut accusé de meurtre et fut condamné à la prison à vie. Un an plus tard, le détective Martin rendit visite à Samuel en prison. Le père en deuil avait beaucoup vieilli. Ses cheveux étaient maintenant complètement gris et son visage montrait combien il avait souffert. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans le parloir, parlant doucement d'Alice et de l'affaire qui avait pris le dessus sur leurs deux vies. « Je pense à elle tous les jours, » dit Samuel, sa voix à peine audible. « Je rêve d'elle, de la vie qu'elle aurait dû avoir. L'université, un travail, peut-être avoir sa propre famille un jour. » Martin hocha la tête, comprenant tout ce que Samuel avait perdu. « J'ai une fille aussi, dit-il. Elle a à peu près l'âge d'Alice. Je n'imagine pas ce que vous avez traversé. Le pire, c'est de savoir que je l'ai laissée tomber, dit Samuel. J'étais censé la protéger et je l'ai laissée tomber. Puis, je l'ai laissée tomber à nouveau en devenant un meurtrier. » Martin regarda l'homme en face de lui, voyant non pas un monstre, mais un père détruit par le chagrin et les échecs du système judiciaire. « Vous avez fait ce que vous pensiez être juste, » dit-il finalement. « Je ne peux pas être d'accord avec ça, mais je le comprends. » Alors que Martin quittait la prison, il pensa à l'affaire qui avait changé sa façon de voir la justice et la vengeance. La mort d'Alice avait déclenché une chaîne d'événements qui avait détruit un certain nombre de familles et soulevé des questions quant à savoir si le système judiciaire était suffisamment efficace pour protéger les personnes les plus vulnérables de la société. La zone des docks où Maxime s'était caché fut finalement démolie et transformée en un parc commémoratif. Un petit panneau près de l'entrée fut érigé pour se souvenir d'Alice et des autres victimes de crimes violents.
comme un rappel du coût humain de ces choses terribles. Samuel passa le reste de sa vie en prison, ne demandant jamais de libération conditionnelle ni de faire appel de sa peine. Il utilisa son temps pour parler à d'autres prisonniers des dangers de la violence et de l'importance de trouver des moyens pacifiques de résoudre les problèmes. Son histoire devint un avertissement sur le pouvoir de la vengeance et la nécessité d'améliorer le système judiciaire. Le détective Martin poursuivit sa carrière dans la police, emportant les leçons qu'il avait tirées de l'affaire Alice dans chaque enquête. Il devint un défenseur des droits des victimes et travailla à améliorer la façon dont les jeunes délinquants étaient traités, espérant empêcher que des choses terribles ne se reproduisent. Le souvenir d'Alice resta vivant dans le cœur de ceux qui la connaissaient, une lumière brillante qui avait été éteinte trop tôt par les ténèbres de la cruauté humaine. Sa mort avait conduit à des changements dans les lois locales concernant les jeunes criminels et la protection des victimes, garantissant que son héritage serait celui d'un changement positif. En fin de compte, la violence avait fait de nombreuses victimes, laissant derrière elle une communauté qui fut changée à jamais par le dernier voyage d'une jeune fille rentrant chez elle sous la pluie.